Une femme mystérieuse s'éclipse au milieu d'une nuit orageuse pour se rendre à une église. Le cœur plein de tristesse, la femme laisse un nouveau-né à la porte de l'église. Avant de partir, la femme essaie de se convaincre qu'elle a pris la bonne décision, car elle a trop à penser à l'avenir de l'enfant. Cependant, la waifu est réconfortée par le fait que l'enfant est l'espoir du monde. L'histoire revient en arrière et se déroule plusieurs années après cet événement. Dans une gare futuriste, nous rencontrons Sai Kudo, un jeune homme enthousiaste visitant la capitale du pays pour la première fois. Évidemment, Sai est immédiatement mal à l'aise lorsqu'il remarque le mode de vie pressé des habitants de la capitale. En fait, quelques secondes plus tard, Sai est dépassé par une waifu courant à toute vitesse à travers la gare. Cependant, au milieu du chaos, Sai s'arrête pour aider une vieille femme. Évidemment, cela rend la vieille femme un peu mal à l'aise, car il n'est pas très normal de rencontrer des gens attentionnés à un moment comme celui-là. Comme si cela ne suffisait pas, Sai ne remarque pas le malaise de la vieille femme et essaie de l'aider, même si la femme insiste sur le fait qu'elle n'en a pas besoin. La waifu qui avait dépassé Sai quelques minutes auparavant apparaît soudainement et frappe violemment le jeune homme. Après cela, il est révélé que la waifu est la petite fille de la vieille femme et pour cette raison, elle croyait que Sai essayait de profiter d'elle. La waifu se présente comme Hattori Junko, une étudiante à l'Académie de magie. En fait, en voyant les vêtements de Sai, la waifu réalise que Sai appartient aussi à l'Académie. Cependant, Sai avoue qu'il ne sait même pas dans quelle classe il ira, car c'est son premier jour. Le transport arrive et les jeunes montent rapidement en disant au revoir à la grand-mère de Hattori. Les jeunes profitent du voyage pour mieux se connaître, alors ils se posent toutes sortes de questions personnelles. Sai révèle qu'il a été transféré, ce qui surprend la waifu, car l'Académie a un processus d'admission extrêmement rigoureux et exigeant pour les étudiants transférés. Bien que la waifu pense que Sai aspire à devenir fonctionnaire, le jeune homme avoue qu'il souhaite devenir grand prêtre, le rang le plus élevé auquel un humain peut aspirer. La waifu voit la détermination de Sai, alors elle décide de le soutenir. Après cela, la waifu avoue qu'elle vient d'une famille de Sura, ceux qui sont chargés de servir le pays. De plus, Hattori enseigne à Sai un étrange serment pour sceller sa promesse. En fait, malgré la simplicité du rituel, Sai comprend que le prix de la rupture du serment est extrêmement élevé. Il réalise donc que la waifu croit vraiment en son rêve. Quelques secondes plus tard, les jeunes hommes arrivent à l'Académie de magie. Évidemment, Sai est stupéfait de voir à quel point l'endroit est immense, alors Hattori lui fait une visite rapide. Après cela, Sai et Hattori se séparent momentanément car Sai doit se rendre à l'infirmerie. À son arrivée, Sai rencontre Tori, le médecin chargé de vérifier l'état de santé de chaque nouvel étudiant. La waifu explique que Yatta, un esprit artificiel, est capable de diagnostiquer instantanément les étudiants. Cependant, Yatta ne fait pas que cela, mais est également capable de deviner la future profession de chaque étudiant. Quand vient le tour de Sai, tout l'endroit sombre dans le chaos lorsque Yatta révèle que Sai deviendra le roi démon à l'avenir. Évidemment, le jeune homme est choqué, car il était convaincu qu'il deviendrait grand prêtre. Comme si cela ne suffisait pas, la waifu confirme que les prédictions de Yatta ne se sont jamais trompées. Tori révèle qu'il y a 100 ans, un homme a amené le monde au bord de la destruction grâce à sa capacité extraordinaire à diriger les démons. Sai essaie d'expliquer à la waifu qu'il n'a pas l'intention de devenir le roi démon, mais la waifu est obligée d'alerter les autorités parce que les étudiants ont été traumatisés en apprenant la présence de Sai. Après cela, Tori emmène Sai dans la salle de classe et le présente à ses camarades. Sai remarque qu'Hattori est dans la même classe, ce qui le remplit de joie. Cependant, le jeune étudiant se rend compte que la waifu est contrariée contre lui. Voyant le tumulte causé par la prédiction de Yatta, Sai fait de son mieux pour inverser la situation et se précipite pour prononcer un discours émouvant devant tous ses camarades de classe. Bien que les mots de Sai parviennent à émouvoir ses camarades, la classe est en émoi lorsqu'un des élèves explique que, selon les archives historiques, le roi démon original avait prononcé un discours similaire il y a 100 ans. Puis Tori annonce les élections étudiantes. À la surprise générale, Hiroshi nomme Sai, ce qui irrite Hattori. Sai prend un moment pour réfléchir et rejette la proposition, croyant qu'une telle chose pourrait encore nuire à sa réputation. En fait, Sai souhaite travailler dans le département de nettoyage car il pense que cela le fera paraître humble et loin du pouvoir. Cependant, Tori lui dit que les personnes chargées du nettoyage de l'école sont les plus étranges et les plus problématiques. Hattori est furieuse d'entendre cela car elle s'efforçait de continuer à croire aux paroles de Sai. La waifu défie Sai et lui rappelle la promesse qu'ils ont faite il y a seulement quelques heures. Hattori attaque violemment Sai, donc le jeune homme n'a pas d'autre choix que de dissiper le malentendu. Cependant, lorsqu'il essaie d'expliquer calmement à la waifu ce qui se passe, Hattori devient encore plus enragée car elle a l'impression que Sai essaie de flirter avec elle devant tout le monde. La waifu utilise toute sa force pour attaquer Sai, ce qui génère une énorme onde de choc dans l'endroit alors qu'une force étrange protège Sai. Comme prévu, cela provoque une agitation à l'école. Pendant la nuit, Sai demande à Hiroshi de l'accompagner dans la chambre de Hattori car il veut s'excuser auprès de la waifu. Malheureusement pour lui, Hattori est toujours en colère, alors elle commence à le poursuivre dans le complexe.
Après avoir couru pendant quelques minutes, Sai rencontre une waifu mystérieuse. Malheureusement pour lui, la waifu pense qu'il est amoureux d'elle, alors il commence à se battre avec Hattori. À cause de cela, les choses dégénèrent à nouveau et le complexe finit complètement détruit. Après cela, une étrange waifu apparaît soudainement sur la scène et se présente comme Koron. Koron guérit rapidement les blessures de Hattori en utilisant ses outils technologiques, car il est littéralement un androïde. Hattori reprend conscience et s'enfuit de la scène, ce qui inquiète beaucoup Sai. Après cela, le jeune homme est emmené au bureau du principal par Tori. De plus, il est révélé que la mission de Koron est de suivre Sai de près pour le surveiller. Comme si cela ne suffisait pas, la cyber-waifu est capable d'interpréter les émotions et les intentions de Sai. Grâce à cela, le directeur pardonne Sai. En fait, le directeur est extrêmement gentil avec le jeune homme, malgré le fait que Sai deviendra l'ennemi du monde à l'avenir. Ensuite, Tori demande à Sai s'il est capable de se souvenir de ce qui s'est passé, après quoi le jeune homme commence à expliquer en détail le pouvoir qu'il a ressenti dans les deux situations. En entendant les mots de Sai, la waifu se rend compte que le jeune homme n'est pas capable de contrôler correctement son pouvoir, car il possède une quantité exagérée d'énergie magique. Après cela, Tori donne à Sai un carnet magique pour communiquer télépathiquement avec n'importe qui. La nuit, Sai fait de son mieux pour se concentrer au coucher, car Korone ne comprend pas le concept d'espace personnel. Heureusement, Korone se souvient que les humains ont des sentiments passionnés, donc Sai peut se détendre à nouveau. Cependant, Sai sent que la waifu le regarde constamment, et quand il se retourne, ses soupçons sont confirmés car la waifu le regarde. Le lendemain, Sai fait de son mieux pour passer inaperçu à l'académie. Cependant, le jeune homme rencontre Fujiko Eito, la responsable du dortoir. Évidemment, Sai est nerveux en la voyant car la waifu est extrêmement populaire et respectée à l'académie. Heureusement pour lui, Fujiko le traite très gentiment. En fait, la waifu flirte subtilement avec Sai, ce qui laisse tout le monde sur place stupéfait. Plus tard, Sai remarque que Hattori a été absent de la classe, ce qui le rend coupable. En fait, Kina, l'autre waifu impliquée dans la bagarre de la nuit précédente, n'a pas non plus assisté au cours. Cela provoque l'envie de tous les camarades de classe de Sai, car le jeune homme a littéralement attiré l'attention des waifus les plus populaires de l'académie. Sai s'enferme dans la salle de bain pour utiliser le carnet magique que Tori lui a donné et à sa surprise, cela fonctionne parfaitement. Fujiko répond joyeusement à son appel, ce qui laisse les camarades de classe de Sai, qui écoutent littéralement leur conversation, stupéfaits. Sai demande à la waifu de l'aider à se réconcilier avec Hattori et, à la surprise du jeune homme, Fujiko accepte volontiers. En fait, la waifu instruit Sai de désactiver Koron, car ils ne peuvent pas être en paix si Koron garde un œil sur Sai. À cause de cela, Sai crée une façade pour distraire Hiroshi, car le jeune homme le suit partout et ne le lâche pas. Heureusement pour Sai, son plan fonctionne relativement bien car Hiroshi croit que Sai veut être seul avec Koron. Évidemment, Sai essaie de rétablir la vérité, mais la rumeur se répand dans les couloirs de l'école avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. En arrivant au lieu de rendez-vous, Koron explique à Sai que personne ne les dérangera puisque cet endroit est plein de monstres. Évidemment, la waifu n'a aucune idée des véritables intentions de Sai, donc elle agit normalement. En fait, malgré le comportement de Sai comme l'être humain le plus étrange qui soit, Koron ne soupçonne absolument rien. Cependant, les plans de Sai sont soudainement interrompus lorsque Koron commence à sentir une menace sur les lieux. Une bête sauvage apparaît et met en danger les jeunes. Koron se précipite pour prendre une posture défensive, priorisant la sécurité de Sai. Cependant, la bête esquive habilement l'attaque de la waifu, alors Sai ignore les avertissements de Koron et se précipite pour prendre les choses en main. À la surprise de la waifu, Sai prouve qu'il n'a pas une once de mal dans son cœur car au lieu de détruire la bête, il décide de la transformer en un chiot admirable. Après cela, la waifu ignore complètement qu'elle est un androïde et est profondément émue par l'action de Sai car le jeune homme l'a littéralement sauvée. Cependant, la conversation entre les deux est soudainement interrompue lorsque le chien découvre Kina qui est camouflée sur place. Quoi qu'il en soit, Sai saisit le moment et n'hésite pas une seconde à désactiver Koron en utilisant la méthode que Fujiko lui a apprise. Instantanément après cela, Fujiko apparaît et explique à Sai qu'il ne devrait pas s'inquiéter de ce qui arrive à Koron lorsqu'il la réactive, car sa mémoire sera réinitialisée. Fujiko assure à Sai qu'elle parlera à Hattori, ce qui rend le jeune homme extrêmement heureux. De plus, la waifu suggère que le comité de discipline est un excellent endroit pour améliorer sa réputation, car elle connaît les problèmes auxquels Sai est confronté depuis son arrivée à l'école. Avant de partir, Fujiko donne à Sai un médicament magique, expliquant qu'il est utile pour connaître les sentiments d'une autre personne. Après cela, la waifu quitte les lieux et Sai profite du moment pour réactiver Koron en utilisant la méthode que Fujiko lui a enseignée. Comme la waifu l'avait mentionné, Koron ne se souvient de rien. Heureusement pour Sai, Koron retrouve Kina. Cependant, Koron pense que le comportement de Sai doit être jugé, alors Kina intervient. Quoi qu'il en soit, Kina impose une condition innocente à Sai, être amie.
Le soir, Fujiko appelle Hattori comme promis. Cependant, elle ment catégoriquement à Hattori, lui disant que Sai est hors de contrôle. Hattori accepte de rencontrer Sai pour le bien de l'école, ignorant que tout cela est planifié dans l'ombre par Fujiko. Un flashback révèle une partie de l'enfance tragique de Fujiko. La seule personne qui se souciait vraiment de Fujiko était son frère aîné. C'est pourquoi ils étaient extrêmement proches. Cependant, à la grande malchance de la waifu, la famille Ito a mis fin à la vie du jeune homme en raison de sa mauvaise performance dans les tâches assignées par la famille. Évidemment, cela a complètement détruit la santé mentale de Fujiko car elle est incapable de comprendre la situation. En fait, la fille a compris à ce moment précis qu'elle devait devenir forte pour éviter le malheur car elle devra prendre la responsabilité de la famille à l'avenir. Encore une fois, dans le présent, il est révélé que Fujiko poursuit toujours son plan diabolique pour manipuler Sai. En fait, le plan de la waifu est si précis que la scène suivante montre à quel point Sai en est éloigné. Le jeune roi démon se détend dans les sources chaudes avec Hiroshi, mais profite de la situation pour en apprendre davantage sur les secrets de l'école. Hiroshi révèle qu'il y a une secte mystérieuse d'étudiants pratiquant la magie noire à l'institution. De plus, Hiroshi explique la mauvaise relation entre cette secte et Hattori, car la waifu a gagné le respect de tous en combattant cette secte maléfique. En quittant les sources chaudes, Sai reçoit un appel soudain de Fujiko. La waifu lui explique qu'elle a réussi à organiser une rencontre avec Hattori, ce qui ravit Sai. Évidemment, il est complètement inconscient des véritables intentions de la waifu. Plus tard, sur la recommandation de Fujiko, Sai obtient un entretien avec le comité disciplinaire. À la surprise du jeune homme, le test d'entrée pour le comité est différent de ce que Sai avait en tête, car il devra littéralement mettre son pouvoir magique à l'épreuve. Cela attire notoirement l'attention du jeune homme, car il pense que cela n'aidera pas sa réputation. En fait, il est révélé que Fujiko a planifié cela pour semer la peur dans les couloirs de l'école. À la tombée de la nuit, Sai profite de la distraction de Sai et tente de la désactiver. Cependant, juste au moment où il était sur le point de mettre son plan à exécution, Kina apparaît sur les lieux et l'interrompt. Évidemment, Sai devient extrêmement mal à l'aise en voyant cela car il pense que Kina l'espionnait. Cependant, il se rend immédiatement compte que la waifu n'a aucune idée de ce qui se passe car elle est venue sur place uniquement pour rendre visite à Sai. Quoi qu'il en soit, Sai commence à élaborer un plan pour se débarrasser de Kina, car il ne veut pas être en retard pour la réunion avec Hattori. Heureusement pour Sai, Kina décide de partir d'elle-même un instant plus tard, car elle pense que Sai veut être seule avec Koron. Pour la première fois, Sai ne prend même pas la peine d'expliquer qu'il n'a aucune attirance physique pour les androïdes, car il a compris une fois pour toutes que tout le monde le voit comme un roi démon. Évidemment, Sai saisit l'instant et n'hésite pas une seconde à désactiver Koron. Sans Kina et sans Koron, Sai se précipite pour se rendre à la réunion. Évidemment, lorsqu'il arrive sur place, Sai commence à être nerveux, car l'endroit est extrêmement lugubre. Ses soupçons se confirment seulement quelques secondes plus tard, car il subit une embuscade surprise. Un groupe mystérieux de brutes apparaît soudainement et voyant que Sai a été assommé d'un seul coup, commence à le railler. Prévisiblement, cependant, le rire des brutes se transforme en peur seulement quelques secondes plus tard, car Sai faisait seulement semblant. Voyant qu'ils ne sont pas à la hauteur de Sai, les brutes révèlent qu'ils ont pris Hiroshi en otage. Évidemment, cela ne change en rien la détermination de Sai, car il parvient à vaincre les brutes sans mettre en danger la vie d'Hiroshi. Sai bat le gang d'une manière discutable, car il utilise une force excessive pour les maîtriser. Évidemment, les jeunes hommes tremblent de peur à la vue de la puissance de Sai, car ils n'ont jamais vu un sorcier aussi talentueux et puissant auparavant. Sai défait le gang d'une manière discutable, car il utilise une force excessive pour les maîtriser. Évidemment, les jeunes hommes tremblent de peur à la vue de la puissance de Sai, car ils n'ont jamais vu un sorcier aussi talentueux et puissant auparavant. Après cela, la dernière partie du plan de Fujiko est accomplie, car Hattori arrive sur les lieux à ce moment précis. Sai fait de son mieux pour expliquer le contexte de la situation à la waifu, mais Hattori l'ignore complètement, croyant que Sai est vraiment maléfique. En fait, la waifu l'accuse d'utiliser le comité de discipline pour infiltrer les sphères de pouvoir de l'académie. La waifu accuse Sai d'être un tyran et précise qu'elle est extrêmement blessée, car elle a l'impression que Sai l'a utilisé pour réaliser ses plans. Voyant qu'Hattori est complètement à côté de la plaque, Sai décide d'utiliser les potions magiques que Fujiko lui a données. Cependant, il ne parvient pas à les trouver. Hattori crée un écran de fumée et profite du moment pour s'enfuir. Cependant, avant de quitter les lieux, il avertit Sai qu'ils devront s'affronter tôt ou tard. Sai se précipite pour emmener Hiroshi dans sa chambre et réactive Koron pour soigner ses blessures. Après cela, Tori rencontre Sai pour expliquer que Hattori rassemble tous les étudiants pour l'attaquer, ce qui met le jeune homme en alerte. Le lendemain, Hattori utilise une alerte diffusée pour convoquer tous les étudiants. Au moment venu, Sai se retrouve face à une énorme armée d'étudiants. Alors il demande à Hiroshi de se mettre en sécurité, car il fera de son mieux pour s'échapper. Bien que l'alerte de diffusion ne dure qu'une heure, Sai est complètement entouré et n'a d'autre choix que d'affronter l'armée, car il n'a littéralement nulle part où fuir.
Cependant, Hattori arrête momentanément l'armée, car elle veut s'occuper elle-même de finir Sae de ses propres mains. Heureusement, Kena apparaît sur les lieux au moment exact et arrête Hattori. En fait, Kena ne se contente pas d'essayer de convaincre Hattori, mais expose la waifu devant toute l'armée en révélant qu'Hattori est amoureuse de Sae. Cela met les masses en colère, car elles ont l'impression qu'Hattori se moque d'elles. Paradoxalement, Hattori n'a pas d'autre choix que de rejoindre Sae, car les étudiants sont littéralement hors d'eux. Cependant, à la surprise de Sae, Koron et Kena lancent une attaque combinée pour arrêter la foule en colère. Bien que Sae soit terrifié à la vue, il réalise presque immédiatement que l'attaque est inoffensive. L'endroit est rempli de riz et les étudiants se calment, car à l'insu de Sae, Kena a pris les médicaments magiques. Après cela, Koron analyse chimiquement les médicaments et découvre qu'ils sont imprégnés de magie de contrôle, ce qui attire l'attention de Sae. Quelques jours plus tard, les choses se calment momentanément pour que Sae puisse retourner en cours normalement. Pendant le cours d'éducation physique, les élèves doivent être regroupés par deux, et bien que Sae essaie de faire les activités avec Hiroshi, le jeune homme refuse, donc il doit trouver un nouveau partenaire. Heureusement, Hattori propose de l'aider, ce qui fait sauter Sae de joie, même si tous les étudiants ruminent. Hattori se rend compte que Sae ignore complètement les principes universels de la magie, alors il essaye de lui expliquer brièvement comment contrôler le flux de mana, mais Sae détruit accidentellement tout à nouveau. Cela décourage fortement le jeune roi démon, car il ne veut plus blesser Hattori. Tori explique à Sae que pour apprendre à contrôler le flux de son mana, il peut utiliser la salle de discipline mentale. Sae accepte la recommandation de Tori, et le lendemain commence à préparer l'équipement nécessaire pour se rendre au camp d'entraînement. Évidemment, Koron s'engage aussi à l'accompagner. Malgré le fait qu'elle soit seulement une adolescente, Fujiko prouve une fois de plus qu'elle possède des informations hautement confidentielles, car elle élabore un nouveau plan pour tirer parti du centre de discipline mentale. De plus, il est révélé que le frère de la waifu est toujours en vie grâce à un sort magique. Sei arrive à la salle de discipline mentale avec Koron, et avant d'entrer, on l'avertit d'un manque de communication à l'intérieur. Sei dit au revoir à la waifu. Et bien que Sae sera littéralement 12 heures dans la salle, Koron décide de l'attendre dehors. Cependant, la cyber-waifu finit par entrer pour lui tenir compagnie. En fait, à la surprise de Sae, Kena entre aussi dans la pièce sans qu'il le remarque, car elle voulait lui apporter quelque chose à manger. Comme prévu, Fujiko attend patiemment à l'extérieur de la salle, car elle veut utiliser des balles magiques illusionnaires pour contrôler l'esprit de Sae et le faire prêter allégeance. Cependant, l'entraînement du jeune roi démon est complètement différent de ce à quoi elle s'attendait, car il ne fait même pas le moindre effort pour améliorer sa concentration. En fait, Sae trouve accidentellement une carte de l'école et décide de l'explorer en profondeur, car elle mène à un trésor inestimable. Heureusement, Sae reprend ses esprits et retourne à son entraînement. Comme prévu, l'entraînement de Sae est immédiatement interrompu lorsqu'il commence à vivre de première main ce que c'est que d'être enfermé avec deux waifus pendant 12 heures. Kena ne peut plus supporter l'envie d'aller aux toilettes, alors Sae commence à chercher de l'aide dans son carnet magique, mais se souvient qu'il est complètement coupé de toute communication. Cependant, Koron lui dit qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de la pièce, car elle est capable de sentir son mana. Sae réagit comme n'importe lequel d'entre nous réagirait et commence à devenir nerveux. En entendant un bruit énorme à l'intérieur de la pièce, Fujiko décide d'abandonner son plan initial et entre dans l'endroit, pensant que Sae est complètement fou après avoir été isolé et sans communication. Évidemment, elle a une énorme surprise en voyant que les choses sont très différentes à l'intérieur de la pièce. Fujiko utilise le super pouvoir que les femmes ont pour éviter de s'expliquer et commence à interroger Sae en voyant la carte de l'école et s'excite. En fait, la waifu prend la carte dans ses mains et quitte l'endroit sans donner d'explication. En rentrant chez elle, Fujiko commence à questionner son frère. Cependant, à sa surprise, elle n'obtient aucune réponse. Fujiko passe toute la nuit à réfléchir à cela. Elle y pense encore le lendemain, car le sort qui maintient son frère en vie ne lui permet pas de mentir. Cependant, une étrange waifu interrompt les pensées de Fujiko et la met mal à l'aise car elle est pleinement consciente de ses intentions. Fujiko devient immédiatement alerte, mais la waifu quitte rapidement les lieux. Après cela, Fujiko détourne son attention vers les couloirs de l'école, car quelqu'un a dispersé des copies de la carte partout. Sae voit aussi la foule et devient curieux, alors il s'approche pour regarder de plus près les cartes. Évidemment, Fujiko commence immédiatement à l'interroger. En fait, la nouvelle parvient rapidement aux membres du comité disciplinaire. Sae essaie d'expliquer à Fujiko qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et bien que la waifu ne le croit pas, elle réalise immédiatement que Sae dit la vérité en voyant Kena coller des cartes sur les murs. Comme prévu, Fujiko devient furieuse et commence à interroger Kena, mais la waifu répond innocemment qu'elle veut juste attirer des pirates aventureux. Quelques minutes plus tard, Sae commence à voir les conséquences de cela, car plusieurs étudiants subissent des blessures graves en essayant de trouver le trésor. À cause de cela, le comité disciplinaire nomme Sae porte-parole, donc le jeune homme est contraint d'interdire la chasse au trésor.
Rapidement, le président du conseil amène Sai à l'assemblée des étudiants. Le jeune roi démon annonce avec véhémence les nouvelles mesures, mais les étudiants commencent à l'insulter, croyant qu'il leur ment. À la surprise générale, la waifu aux cheveux verts s'en prend à Sai en lui disant qu'il devrait aller chercher le trésor lui-même pour voir à quel point la mission est dangereuse. Fujiko est stupéfaite de revoir la waifu aux cheveux verts, qui se présente comme Toraya. Le lendemain, Sai est envoyé en mission par la présidente du comité. Cependant, avant de se rendre sur place, Sai est convoqué à une réunion par Fujiko. En arrivant à la réunion, la waifu lui donne à nouveau des médicaments magiques, en argumentant qu'ils sont utiles pour contrôler le flux de mana. À la tombée de la nuit, Sai se prépare avec Hiroshi et Choron pour partir en mission, mais reçoit une visite inattendue de Toraya, qui décide de se joindre à eux. En suivant la carte, le groupe arrive à des ruines cachées et découvre que le site est jonché de pierres tombales. Tout indique que les pierres tombales se trouvent là depuis très longtemps et correspondent à une bataille connue sous le nom de la Grande Guerre. Sai suit les indications sur la carte, il commence donc à chercher la pierre tombale de Yamato, qui a conçu la carte. Mystérieusement, l'endroit semble avoir été le théâtre d'une bataille récemment. Cependant, les soupçons de Sai sont confirmés presque immédiatement lorsqu'une brume sombre et épaisse met le groupe en alerte. Pendant ce temps, Hattori fait irruption dans la chambre de Kena au milieu de la nuit car il veut localiser Sai. Au lieu de se fâcher, Kena explique à la waifu que Sai est en mission dangereuse avec Hiroshi, Choron et une étrange femme aux cheveux verts. Évidemment, Hattori déduit immédiatement que la femme aux cheveux verts à laquelle Kena fait référence est Toraya, alors elle décide de partir immédiatement. D'autre part, les jeunes hommes sont attaqués par la brume et sont forcés de se battre. Cependant, Toraya est rapidement maîtrisée, alors Sai décide d'utiliser l'outil que Fujiko lui a donné lors de la réunion pour mettre fin à la menace. Toraya félicite Sai alors que la brume se dissipe immédiatement. En fait, il est révélé que la brume était composée d'une quantité gigantesque de chauves-souris. Après cela, Sai tombe accidentellement au sol et découvre la pierre tombale de Yamato, alors il se précipite pour chercher des indices. Rapidement, Sai trouve un magnétophone qui lui montre le chemin. En fait, l'intelligence artificielle lui donne des instructions précises. Pendant ce temps, Kena fait irruption dans la chambre de Fujiko et demande son aide pour sauver Sai. Fujiko accepte rapidement afin de distraire Kena car elle craint que la waifu ne remarque la présence de son frère. Cependant, à la surprise de Fujiko, Kena a entendu toute la conversation de Fujiko avec son frère, mais ne la juge pas du tout. D'autre part, Hattori court à toute vitesse pour atteindre les ruines. Malheureusement, la waifu tombe dans un piège mystérieux. Pendant ce temps, le groupe arrive à destination grâce aux indications de l'intelligence artificielle. Après être entré dans les ruines, ils trouvent une pièce étrange remplie d'armures magiques. Évidemment, les armures ne sont pas là juste pour décorer l'endroit. En fait, les jeunes hommes sont forcés de se battre presque immédiatement. Heureusement pour les autres, le contrôle magique de Sai s'est grandement amélioré grâce à la confrontation qu'il a eue avec les brutes, donc il est capable de vaincre les armures sans aucun problème. Après cela, Toraya trouve un téléphone portable sur les lieux et le remet à Sai. Le jeune homme découvre rapidement que le téléphone portable contient les indications nécessaires pour trouver le trésor. Choron commence à chercher un cours d'eau en utilisant une technologie de pointe et réussit rapidement. Les jeunes hommes arrivent à une source chaude souterraine. Fujiko et Kena arrivent sur les lieux immédiatement après cela et rejoignent le groupe. Sai. Les jeunes trouvent une clé par terre et commencent à faire des suppositions. Cependant, ils la découvrent seulement quelques minutes plus tard. Fujiko active la clé et ouvre un cercle de téléportation magique. À leur arrivée, ils découvrent des nouvelles scandaleuses. Les waifus du comité avaient planifié absolument chaque obstacle. Cependant, tout était prévu pour révéler les véritables intentions de Sai, car le supposé trésor indiqué sur la carte ne peut être utilisé que par le roi démon. Fujiko s'éclipse rapidement et court vers l'emplacement du trésor, ce qui provoque une montée de tension dans le groupe. Fujiko se précipite pour utiliser à nouveau la clé et ouvre l'endroit du trésor, laissant tout le monde sur place stupéfait. À la surprise des waifus, la relique cachée est littéralement un dragon qui appartenait au roi démon. Évidemment, le dragon est enragé car ils ont interrompu sa sieste, alors il commence à menacer Fujiko, puisque seul le successeur du roi démon peut lui donner des ordres. Après cela, le dragon active un catalyseur et révèle un souvenir qui choque Fujiko. Contrairement à ce qu'on lui avait fait croire, son frère était un héros, car il a littéralement donné sa vie pour protéger l'académie. Le dragon canalise une grande attaque, mais Sai se précipite pour sauver la waifu, ce qui énerve le dragon. Évidemment, après avoir fait quelque chose comme ça, Sai n'a pas d'autre choix que de combattre le dragon. Heureusement pour lui, le dragon commence à le respecter après cela. En fait, le dragon reconnaît Sai et est prêt à le servir, mais seulement s'il se reconnaît comme le roi démon. Après cela, Sai est déclaré maître du dragon. Quelques jours plus tard, Choron reçoit des instructions des supérieurs pour exposer Sai. La waifu propose de séduire le jeune roi démon, car il est extrêmement maladroit avec les femmes. Évidemment, les supérieurs autorisent Choron à mener une telle stratégie. Le groupe se déplace à la plage pour assister aux cours, car pour une raison quelconque, l'école continue de tenir des cours au bord de la mer pendant l'été.
Évidemment, Koron voit le scénario parfait pour exécuter son plan, ce qui fait beaucoup rougir Sai. En fait, le jeune homme commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, donc un flashback place l'histoire dans le passé. Sai a postulé à l'école d'été bien à l'avance, mais Tori a rejeté sa candidature afin de maintenir l'ordre parmi les élèves. Évidemment, cela a beaucoup attristé Sai, car le destin ne lui permet pas de vivre comme un adolescent ordinaire. Cependant, à sa surprise, Koron lui donne une leçon de réalité et lui rappelle qu'il est littéralement l'adolescent le plus chanceux du monde. Ça éprouve une fois de plus qu'il ne sait pas apprécier les cadeaux de la vie, car il ne comprend pas les intentions de Koron. En fait, la waifu prouve une fois de plus que malgré le fait qu'elle soit littéralement un androïde, elle est la waifu parfaite, car elle a réussi à faire en sorte que Sai puisse participer à l'école d'été à condition qu'elle prenne constamment soin de lui. Cependant, Sai est honnête avec la waifu et lui dit qu'il ressent peu d'humanité en elle quand il s'agit de flirter. Curieusement, Koron agit comme une femme humaine à 100% à ce moment-là. Le lendemain, Koron réveille subtilement Sai. La waifu continue d'étudier méticuleusement les comportements de Sai, mais échoue à le séduire pour des raisons évidentes. En entendant cela, Koron utilise l'arme secrète des femmes, l'offense. Évidemment, la stratégie infaillible de Koron prend effet sur Sai, donc le jeune homme s'excuse auprès de Koron et admet qu'il est physiquement attiré par elle. À cause de cela, Sai va rendre visite à son dragon pour des conseils. Cependant, le plan de Sai est de nouveau déjoué par les waifus, car Kina et Koron l'attendaient littéralement sur place. Après cela, Sai précise à nouveau qu'il est incapable de profiter des plaisirs de la vie, alors que Koron lui fait des avances de la manière la plus littérale possible. De retour au présent, Sai rencontre Hattori alors que la waifu se comporte bien depuis que les jeunes sont arrivés à la plage. Comme prévu, Sai prouve encore une fois qu'il est un simp et s'excuse auprès de Hattori. La waifu avoue qu'elle regrette de ne pas passer de temps avec Sai car il est toujours occupé à résoudre des problèmes. Après cela, Kina et Hattori passent du temps ensemble, s'amusant sur la plage avec Sai. Alors que le soir tombe, les jeunes retournent au village pour se reposer. Cependant, les scénaristes ont décidé de prolonger l'épisode pour donner plus de développement aux personnages. Sai voit Hiroshi marcher dans les rues et, en le saluant, remarque que le jeune homme est découragé. Hiroshi avoue qu'il est né et a grandi dans le village, donc l'école d'été, c'est comme être chez lui. Cependant, Hiroshi explique qu'il y a une légende ancienne dans le village qui prophétise la destruction du roi démon. En entendant cela, Sai est stupéfait car il comprend que c'est la véritable raison pour laquelle il ne voulait pas le laisser assister à l'école d'été au départ. Pendant la nuit, Sai commence à se sentir observé alors il sort enquêter avec Koron. Pendant ce temps, dans l'enceinte de l'académie, Fujiko tient une réunion secrète avec le dragon de Sai et Riri, la présidente du comité. Riri avoue qu'elle a mis de côté les intérêts du comité et du gouvernement, car elle a commencé à percevoir de la corruption parmi la direction. En fait, la waifu révèle les plans que les dirigeants rendent clairs. En entendant que Koron essaie de séduire Sai, Fujiko décide de prendre les choses en main, même si elle n'accepte pas de collaborer avec Riri. Pendant ce temps, Koron est momentanément séparé de Sai pendant l'enquête. À ce moment-là, Kina apparaît sur les lieux et commence à révéler toutes les informations qu'elle a obtenues de la réunion entre Fujiko et Riri. Évidemment, l'innocence de Kina est de nouveau un problème, car les informations de la réunion sont hautement confidentielles. Cependant, comme la waifu est sous l'effet du saké, Sai ne s'en préoccupe pas trop. En fait, Sai accorde beaucoup plus d'attention à ce qu'il ressent pour Kina, car pour une raison étrange, il a l'impression de connaître Kina depuis longtemps. En plus de ce lien étrange, la waifu est extrêmement douce avec Sai, donc Sai commence à croire que la waifu est amoureuse. Cependant, Koron interrompt soudainement le moment tendre pour avertir Sai. Malheureusement, la waifu est sévèrement attaquée à ce moment précis. Après cela, l'histoire revient dans le passé pendant quelques secondes pour révéler que lors de l'examen d'entrée, Yada avait prédit qu'Hiroshi serait un héros, ce qui a été pris comme une moquerie par Tori. De retour au présent, la silhouette de l'attaquant de Koron est révélée. Cependant, Sai court immédiatement pour aider la waifu. À sa surprise, Koron n'a pas subi de blessures graves. Néanmoins, la waifu se comporte de manière très étrange et mélancolique, comme si elle s'apprêtait à dire au revoir. Évidemment, comme les compétences sociales de Sai sont médiocres, le jeune homme croit que la waifu plaisante. Cependant, Koron commence à agir comme le ferait une femme humaine. Alors Sai commence à prendre la conversation au sérieux. Malheureusement pour lui, il est trop tard car la waifu lui dit au revoir avec émotion. Koron ouvre un portail magique et quitte les lieux, ce qui cause une grande confusion à Sai. Après cela, Kina révèle que Koron a été forcé par les supérieurs de séduire Sai. Évidemment, la waifu a obtenu cette information de Fujiko. Pendant ce temps, Hiroshi souffre d'une crise existentielle en raison des critiques et des moqueries qu'il a reçues tout au long de sa vie. Les gens de l'île le voient comme un perdant, car il est la seule personne sur toute l'île qui ne sait pas nager. Comme si cela ne suffisait pas, le père d'Hiroshi est extrêmement fier de lui, car il croit fermement en la prophétie de Yada.
En fait, la sœur cadette d'Hiroshi a également une grande admiration pour lui, mais l'estime de soi du jeune homme est extrêmement endommagée. Le lendemain, Hiroshi et le reste du groupe reçoivent une visite inattendue de Yukiko, la sœur cadette d'Hiroshi. La fille commence littéralement à interroger Sai car elle veut démasquer sa véritable identité. C'est nie encore et encore les accusations de la fille qui accuse Sai d'être un roi démon. Évidemment, la waifu veut juste convaincre Hiroshi et améliorer son estime de soi puisque si Sai est le roi démon de la prophétie, tout ce que Yada a dit est vrai. Cependant, Sai précise une fois de plus qu'il n'a aucune compétence sociale, car il nie la prophétie concernant Hiroshi. Cela blesse terriblement les frères et sœurs Miwa, alors Kina court après eux pour les réconforter. Hattori réprimande immédiatement Sai, ce qui provoque un grand regret chez le jeune homme. D'autre part, Kina trouve Hiroshi au bord d'un lac. La waifu réalise rapidement à quel point la situation a affecté Hiroshi, mais le jeune homme parvient à éviter la conversation gênante. En fait, Hiroshi profite de la situation pour expliquer la légende à Kina, puisque toute la prophétie se déroule dans ce lac. Le jeune homme révèle même que les premiers à parler de la prophétie étaient ses ancêtres. La conversation est soudainement interrompue lorsque les jeunes entendent un cri. Immédiatement après, il est révélé qu'il y a un étrange chaman invoquant une bête dans le lac. Quelques secondes plus tard, la bête se réveille et stupéfie tout le monde car elle fait littéralement vibrer tout l'endroit. Le chaman voit Yukiko et se précipite rapidement pour l'éliminer car il a tout vu. Évidemment, Hiroshi essaie de l'arrêter, même si cela le trahit. Le chaman assomme rapidement Hiroshi, ce qui brise le cœur de Yukiko car elle n'abandonne pas l'espoir de voir son frère accomplir la prophétie. Juste quelques secondes plus tard, le chaman amène la bête à l'emplacement de Sai car il veut le tester. Le chaman se présente comme Monsieur X, ce qui attire visiblement l'attention de Sai car il est clair que Monsieur X est la personne qui le suit depuis son arrivée sur l'île. Yukiko explique à Sai tout ce qui s'est passé avec Hiroshi, après quoi Sai devient furieux et commence à attaquer violemment Monsieur X. Cependant, Monsieur X possède une étrange capacité à neutraliser la magie, donc Sai doit se battre en utilisant sa force physique. Malheureusement pour lui, Monsieur X est un expert en combat physique. Pendant ce temps, Hiroshi se livre complètement à la désolation car il n'a aucune raison de vivre. Cependant, en se souvenant de Yukiko, le jeune homme retrouve sa motivation, car il ne veut pas briser ses espoirs. Hiroshi parvient à se faufiler dans l'un des canaux du lac et découvre une épée plantée dans une pierre, comme l'indiquait la légende. Hiroshi lutte pour se convaincre et, à sa surprise, parvient à retirer l'épée de la pierre. L'épée reconnaît immédiatement Hiroshi comme le héros et lui accorde donc tout son pouvoir. L'épée devient une intelligence artificielle de pointe et, grâce à cela, Hiroshi obtient une super combinaison de pointe. Pendant ce temps, Koron arrive juste à temps pour rejoindre la bataille contre Monsieur X, ce qui excite tout le monde sur place. En fait, même Monsieur X est surpris car la waifu sait tout de lui. Koron explique que, grâce à une longue négociation avec les supérieurs, elle a réussi à redevenir la gardienne de Sai, même si elle a échoué dans sa mission de séduire le jeune homme. Après avoir expliqué cela, la waifu se précipite pour attaquer Ms. X et le fait trembler de peur, car Koron n'était pas du tout affecté par la capacité de Monsieur X. D'autre part, Hiroshi utilise ses nouveaux pouvoirs pour atteindre rapidement le centre de l'île et, sous les yeux de tous, vaincre la bête sans aucun problème. Tous les citoyens sont stupéfaits à sa vue, bien qu'ils ne sachent pas que Hiroshi est celui qui se cache derrière le masque de Brave, le héros légendaire. Après cela, Hiroshi part à la recherche de Monsieur X et, à la surprise générale, Sai ne le lui permet pas. Au lieu de se vanter, Hiroshi invente un alibi pour éviter qu'il ne découvre qu'il est de Brave. Un flashback révèle que Kina et Sai se connaissaient dans leur enfance, bien qu'ils s'en souviennent. Ils ont tous deux été abandonnés dans la même église et ont grandi dans la communauté des orphelins. En fait, l'accessoire que la waifu porte dans ses cheveux était un cadeau de Sai. Cela a été confirmé quelques secondes plus tard lorsque, dans le présent, Sai et Kina réalisent qu'ils ont eu une enfance similaire. Sai avoue à la waifu qu'il ne connaît pas sa date de naissance, alors il fête son anniversaire le 25 décembre, car c'était le jour où il a été abandonné à l'église. La waifu avoue qu'elle a aussi grandi dans une église, alors Sai commence à soupçonner que Kina est la fille avec qui il passait du temps pendant son enfance. Cependant, la waifu nie cela, car elle ne se souvient de rien de similaire. D'un autre côté, Fujiko prouve une fois de plus qu'elle a toujours une longueur d'avance sur les autres, car elle a déduit que ce qui s'est passé sur la plage avait des effets secondaires. La théorie de la waifu est correcte et, comme elle l'explique, après la conversation avec le dragon, de nouveaux monstres sont apparus. En fait, la théorie de Fujiko est confirmée quelques secondes plus tard, lorsque Sai et Hiroshi voient à la télévision que la ville se remplit de monstres. Évidemment, Hiroshi combat secrètement ces monstres. Après cela, Sai se rappelle qu'il est littéralement entré à l'académie avec le rêve de devenir un grand prêtre, car il souhaite améliorer le monde. Cependant, ces mots attristent Hiroshi, car le roi démon a dit exactement les mêmes mots il y a 100 ans, et si Sai devient le roi démon, il doit l'arrêter. Quelques heures plus tard, Sai trouve Kina en train de déjeuner pendant les cours et commence à l'interroger, car la waifu manque littéralement tous les cours.
Évidemment, avant que Sai ne s'en aperçoive, Kina s'échappe de la situation en se rendant invisible et laisse Sai parler tout seul. À cause de cela, lorsque Kina essaie d'approcher Sai comme si de rien n'était, le jeune homme l'ignore car il veut négocier avec elle. En fait, Sai dit à la waifu qu'elle doit assister au cours si elle veut conserver leur amitié. Évidemment, comme cela arrive toujours, les plans de Sai ont l'effet inverse de ce qu'il souhaite, ce qui finit par provoquer la jalousie et l'insécurité chez Hattori. En fait, la situation échappe au contrôle de Sai, car il ne parvient pas à comprendre les sentiments de Hattori. Le jeune roi démon demande conseil à la waifu aux cheveux bleus, mais celle-ci quitte simplement les lieux en silence, essayant de faire comprendre qu'elle est dérangée par le lien que Sai a avec Kina. D'autre part, il est révélé que Fujiko mène de nouvelles expériences avec les monstres. En fait, elle a obtenu un œuf pour apprivoiser la bête. Cependant, Kina prend l'œuf sans que Fujiko ne s'en aperçoive. La waifu essaie de cuisiner l'œuf, mais Sai l'en empêche, car il remarque quelque chose d'étrange à son sujet. Ses soupçons sont immédiatement confirmés, car l'œuf réagit à la magie de Sai. En quelques secondes seulement, l'œuf augmente de taille de manière spectaculaire et commence à inquiéter tout le monde. Comme si cela ne suffisait pas, l'œuf éclot et donne naissance à une bête gigantesque. Le groupe se prépare à combattre la bête, mais Fujiko apparaît sur les lieux à ce moment précis pour expliquer qu'elle est capable de contrôler la bête. Cependant, à la grande consternation de la waifu, la bête ne l'écoute pas du tout. En fait, la bête attaque violemment la waifu, donc Hiroshi n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'œil pour s'occuper de la bête. Heureusement, le jeune homme parvient à vaincre le monstre sans aucun problème. Comme si les éloges, les applaudissements et la reconnaissance ne suffisaient pas, Hiroshi réalise le rêve de sa vie. Embrasser l'idole la plus célèbre du monde, car la waifu lui est très reconnaissante. Le lendemain, les choses reprennent leur cours normal, alors Kina saisit l'occasion et promet à Sai qu'elle retournera en cours, mais seulement s'il s'engage à venir à son anniversaire. Bien que Sai ne sache pas exactement quand est l'anniversaire de la waifu, il accepte l'accord. Pendant ce temps, Koron explique à Hattori qu'elle devra programmer un entretien pour organiser son mariage avec Sai. Évidemment, cela laisse la waifu stupéfaite. En fait, l'anxiété de la waifu monte en flèche, alors elle commence immédiatement à répéter ce qu'elle dira lors de la réunion. Heureusement pour elle, Koron décide de lui donner quelques conseils. Cependant, comme prévu, les conseils de la cyber waifu sont inhumains. Malgré cela, Koron offre le soutien moral nécessaire à la waifu, alors Hattori s'approche de Sai pour l'inviter à la réunion. Heureusement pour elle, Hiroshi est également sur place, donc la waifu saisit l'occasion et l'invite à la réunion pour rendre la rencontre informelle. En fait, Hattori se rend immédiatement compte que c'est une excellente occasion d'améliorer l'atmosphère pendant la réunion, alors elle invite même Koron, qui allait de toute façon y aller, puisqu'il doit suivre Sae partout. Des heures plus tard, au coucher du soleil, Sae voit une étrange rencontre entre l'un des directeurs de l'école et le chef d'un étrange sorcier connu pour diriger une organisation maléfique. Évidemment, la réunion est tenue publiquement dans le but que Sae en soit témoin. En fait, les hommes adressent un message clair à Sae. Les monstres qui apparaissent dans les environs sont après lui. Quelques jours plus tard, le jeune homme a voyagé pour assister à la réunion diplomatique avec les parents de Hattori. Comme prévu, le voyage est extrêmement inconfortable pour la waifu car elle doit être seule avec Sae pendant longtemps. Et comme si cela ne suffisait pas, elle doit lui révéler le véritable but de la réunion. Koron essaie de l'aider, mais la waifu refuse car Koron n'est pas capable de comprendre ses sentiments. Heureusement pour elle, Sae semble comprendre parfaitement la situation. Après un long voyage, le groupe arrive à Iwanisato, la ville natale de Hattori. Dès qu'ils descendent du train, ils sont accueillis par Yuko, la sœur cadette de Hattori. À la surprise et à la joie de Hiroshi, Yuko n'est autre que Oshino Yuri, l'idole qu'il a sauvée il y a quelques jours. Évidemment, Hattori rougit intensément à la vue de sa sœur car il craint qu'elle ne réalise qui est Sae. Puis, alors que le groupe se dirige vers la maison de Hattori, Yuko avoue qu'elle est capable de sentir que Sae est le roi démon, car elle a été mordue par un monstre quand elle était petite, et à cause de cela, elle est capable de sentir les ténèbres qui habitent les autres. Après une longue journée, Sae rencontre le père de Hattori qui commence immédiatement à l'interroger. Bien que les questions de l'homme soient inconfortables, Sae y répond calmement et fait comprendre qu'il est certain de ses sentiments pour Hattori. Cependant, bien que cela suffise à convaincre et à réjouir le père de Hattori, Sae reste ambigu dans ses réponses car il est confus. Le soir, Sae est invité à une grande fête organisée par la famille et les amis de Hattori. Cependant, la waifu est tout aussi confuse que Sae, car elle pense qu'il n'est pas pleinement conscient de ce qui se passe. À cause de cela, Hattori prend son courage à deux mains et visite la chambre de Sae au milieu de la nuit. Évidemment, le jeune homme est stupéfait de voir l'attitude de la waifu, car Hattori n'a jamais rien fait de similaire auparavant. Cependant, la waifu a besoin de dissiper ses doutes à ce sujet, alors elle commence à séduire légèrement Sae. Malheureusement, le jeune roi démon prouve une fois de plus qu'il ne sait pas apprécier les cadeaux de la vie, car il croit qu'Hattori suit simplement les ordres de sa famille. Logiquement, la waifu commence à pleurer en entendant les mots de Sae, car ses sentiments pour lui étaient sincères. Sae ne comprend absolument rien à ce qui se passe, mais la waifu quitte les lieux en larmes.
Après cela, les membres de la famille apparaissent sur la scène et commencent à l'accuser d'être un traître car ils croient que Sae a utilisé Hattori pour des raisons politiques. Heureusement pour lui, Teruya apparaît soudainement sur la scène et attire les proches de Hattori dans un piège. En fait, Teruya explique qu'elle s'intéresse aussi à lui car le roi démon est une ressource précieuse que toutes les familles de ninjas souhaitent posséder. Cependant, Sae précise à nouveau qu'il ne veut pas encore perdre sa carte V et envoie une autre waifu dans la friend zone. Cela rend Teruya furieuse, alors la waifu révèle le plan machiavélique qu'elle mène avec ses sbires. À ce moment-là, une scène parallèle montre que Kina est en danger car le père de Teruya est le chef sacerdotal de la secte qui sert le dieu païen Suhara. La waifu révèle que, pour une raison quelconque, Suhara a ordonné à la secte de sacrifier Kina. Sae panique en entendant cela et essaie d'agir immédiatement. Cependant, alors qu'il commence à canaliser son attaque, Yuko apparaît sur la scène et l'arrête rapidement. Voyant cela, Teruya décide de quitter la scène immédiatement. Yuko commence à gronder Sae, et bien que le destin du jeune homme soit sombre et incertain, la waifu s'inquiète de ce que Sae a fait à Hattori. Cependant, Koron interrompt le moment et commence à réprimander Sae car elle est obligée de se conformer aux décisions de Suhara par ordre du gouvernement. L'atmosphère devient extrêmement tendue alors que Koron est prête à détruire Sae malgré tout ce qu'elle ressent pour lui. Heureusement pour Sae, Koron précise une fois de plus qu'elle est la meilleure waifu et se permet d'être désactivée exprès car elle faisait semblant pour ne pas éveiller les soupçons. Avant de quitter les lieux, Sae se rend compte que Yuko possède Darkman dans son corps car l'énergie a commencé à réagir à la présence du roi démon. Pendant ce temps, Kina est capturée par les membres du culte sombre. Heureusement, elle est sauvée juste à temps par l'étrange homme blond qui est apparu quelques scènes plus tôt. Avant d'être vaincus, les prêtres païens réalisent que l'homme blond n'est autre que Yamato. Après cela, Sei arrive sur les lieux et remercie Yamato pour ce qu'il a fait pour Kina. Cependant, Yamato révèle rapidement qu'il a sauvé Kina par intérêt personnel, car le waifu est un outil trop précieux pour lutter contre les êtres spirituels. Évidemment, l'atmosphère est immédiatement remplie de tension, car Yamato opérait dans l'ombre depuis des années, et tout son plan est en train de se réaliser. Fujiko apparaît soudainement sur la scène et rejoint la bataille pour aider Sae. En fait, la waifu est accompagnée des bêtes sombres qui sont apparues dans les environs, car elle a réussi à les apprivoiser. Pendant ce temps, Teruya est réunie avec son père qui souffre des blessures infligées par Yamato. La waifu commence à déplorer l'état de son père, mais sait très bien qu'elle doit désormais assumer son rôle de leader sacerdotal. Après cela, un membre étrange de l'organisation de Yamato, nommé Tuva, apparaît et la waifu est mise en alerte. D'autre part, Hattori rencontre son père pour une raison similaire. La waifu apprend ce qui est arrivé au père de Teruya et est terrifiée à l'idée que Sae soit derrière tout cela. La grand-mère de Hattori apparaît à ce moment précis et lui donne une épée ancestrale qui appartient à la famille depuis de nombreuses générations, car la waifu est destinée à de grandes choses. Cependant, la vieille femme précise que la waifu doit faire ce qu'elle ressent comme juste, et qu'elle doit ignorer tout ce qui est moralement correct puisque, selon elle, les dieux ne comprendront jamais les sentiments des humains. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, le sort de l'humanité continue d'être débattu entre Sae et Yamato. Malheureusement pour Sae, le niveau de puissance de Yamato est bien supérieur à celui de tous les élèves de l'académie. Cependant, Fujiko arrive sur les lieux à ce moment précis et utilise l'une des bêtes pour sauver Sae de la situation tragique. Fujiko et Akina courent à toute vitesse pour mettre Sae en sécurité. Mais comme prévu, Yamato commence immédiatement à les poursuivre car il sait que Sae est capable de guérir ses blessures, donc il ne veut pas lui laisser le temps de le faire. Évidemment, les waifistes accélèrent le rythme pour essayer de s'échapper, mais à leur surprise, ils tombent sur le directeur qui intercepte Yamato. Cependant, lorsque le groupe quitte le champ de bataille, ils rencontrent Riri. Le waifu n'hésite pas une seconde à avertir Sae de ce qu'elle lui fera s'il ose nuire à l'humanité. Malgré le fait que Sae ait expliqué à maintes reprises qu'il n'a pas de mauvaises intentions, le waifu ne lâche pas le préjugé qu'elle a envers lui. Cependant, le sort de l'humanité est encore débattu sur un autre champ de bataille. Hattori et Teruya ont rassemblé tous les ninjas du clan pour mener le combat final entre les deux clans. Hattori est extrêmement inquiète pour sa sœur car l'énergie sombre à l'intérieur du waifu grandit régulièrement. Hiroshi surgit soudainement sur le champ de bataille pour avertir Yuko du danger qui l'entoure. Le waifu apprécie profondément cela, mais l'inquiétude de Hiroshi ne change pas. Sae descend dans le métro de l'académie pour rencontrer Peterhausen, son fidèle dragon. À la surprise et au plaisir de Peterhausen, les plans de Sae sont encore plus ambitieux que ceux du roi démon original, car Sae a l'intention de détruire Dieu. Pendant ce temps, le directeur et Yamato se préparent pour leur combat. Sae et Peterhausen apparaissent soudainement à la surface et commencent à semer la terreur parmi les habitants. Évidemment, Sae ignore complètement les innocents et se dirige rapidement vers le champ de bataille. Hattori, cependant, profite du fait que ses compagnons sont distraits et lance une attaque.
Comme prévu, l'attaque de Hattori est inutile contre Sai, qui a littéralement absorbé une quantité incroyable du pouvoir de Peterhausen. La waifu rougit en voyant que Sai n'a pas changé du tout. En effet, Sai est très gentil avec elle et s'excuse de ne pas avoir compris ses sentiments. Après cela, Sai s'éloigne de la waifu pour la mettre en sécurité et continue son chemin. Cependant, à sa grande surprise, Brave apparaît sur les lieux à ce moment précis et commence à attaquer Peterhausen. Au lieu d'être alarmé, le dragon devient encore plus excité car il est incapable de sentir le mana en Brave. Évidemment, c'est parce que la force de Brave est technologique, pas magique. Pendant ce temps, Hattori et Yuko infiltrent l'académie pour vaincre les monstres au service du roi démon. Mais malheureusement pour eux, ils rencontrent un être étrange et dégoûtant, nommé Rubbers. Heureusement, ils reçoivent l'aide de 2 ninjas, mais Rubbers est d'un autre niveau. En fait, il est révélé que Rubbers est sous les ordres de Teruya et de ses sbires. D'autre part, Sai décide de mettre fin au combat avec Brave, car bien plus qu'une confrontation physique, la bataille est devenue philosophique. Peterhausen ouvre ses mâchoires et met Brave dans une situation tragique. Le héros sait qu'il est sur le point de rencontrer sa fin, car non seulement il est sur le point d'être dévoré par le dragon, mais il voit littéralement Peterhausen canaliser une sphère d'énergie magique létale. Cependant, l'IA dit à Brave qu'il peut utiliser le mode anti-roi démon pour se sauver et, grâce à cela, il réussit à s'échapper. À ce moment-là, un immense navire militaire arrive sur les lieux et redonne espoir aux humains. Le nom de code du navire est Black Crane et il a été conçu exclusivement pour combattre le roi démon. Le navire commence à attaquer férocement presque immédiatement, mais Peterhausen découvre que le navire possède un noyau d'énergie magique, alors il se précipite pour contre-attaquer. Après avoir réussi à encercler le navire, Peterhausen parvient à porter un coup mortel au moteur du navire. Cependant, à la surprise du capitaine du navire, l'un des pilotes est un mannequin magique contrôlé par 2V. En fait, 2V contrôle tout depuis l'ombre, car il souhaite provoquer une catastrophe en utilisant le navire. Et à la surprise générale, son plan réussit. En voyant cela, Hiroshi s'inquiète pour l'intégrité de Sai et part immédiatement à sa recherche, car, malgré le destin qui les oppose, Hiroshi le considère comme un ami. Cependant, en arrivant sur les lieux, il rencontre Yamato et le principal. Hiroshi réalise rapidement que le directeur est en danger et se précipite pour l'aider, mais le vieil homme l'avertit que Yamato est trop puissant. En fait, le vieil homme supplie Hiroshi de quitter les lieux, mais le jeune homme refuse et décide de se battre. Malheureusement pour lui, son costume est désactivé à ce moment précis, révélant que c'était Yamato qui avait créé l'IA derrière Brave. De toute façon, Hiroshi parvient à convaincre Yamato de le laisser en vie car il peut être utile pour vaincre Sai, puisque lui seul est capable d'utiliser la combinaison. Pendant ce temps, Fujiko et Kina commencent à être poursuivis par la créature invincible qui a attaqué Hattori plus tôt, alors elles se mettent en alerte. Malheureusement pour Teruya, Ruri surgit soudainement sur le champ de bataille et révèle que le père de Teruya a perdu la vie aux mains de la waifu, ce qui crée le chaos sur la scène car Teruya avait fait croire à tout le monde que son père avait perdu la vie aux mains de Sai. Évidemment, la waifu ordonne l'arrestation de Ruri, alors les ninjas se préparent à l'attaquer. Heureusement pour elle, ses compagnons arrivent sur les lieux juste à temps et rejoignent la bataille. De plus, il est révélé que les waifus se sont organisés pour aider Fujiko et protéger Kina. En fait, Fujiko rencontre Yamato pendant le combat et est très alarmé, car sa présence est terrifiante. Comme si cela ne suffisait pas, Yamato est capable de mettre Kina en transe, ce qui laisse tout le monde sous le choc, car Kina se comporte complètement différemment. Comme prévu, Yamato échappe au waifu sans aucun problème et prend Kina dans ses bras. Fujiko essaie de l'arrêter, mais Yamato se téléporte et emmène Kina ailleurs. Pendant ce temps, Ruri et Hattori se retrouvent enfin sur le champ de bataille. Les intérêts des waifus sont complètement opposés, donc une confrontation est inévitable. En fait, Hattori n'hésite pas une seconde à affronter la waifu en lui disant qu'il enverra toutes ses troupes si nécessaire. Évidemment, Ruri en est consciente et décide d'affronter les troupes de Hattori. Cependant, 2V intervient en utilisant ses marionnettes magiques et vainc les troupes de Hattori. Après cela, Hattori n'a pas d'autre choix que de s'occuper de Ruri de ses propres mains. Malheureusement, la waifu est en grande infériorité numérique, elle est donc rapidement maîtrisée. À la surprise générale, Teruya apparaît soudainement sur la scène et révèle qu'il a pris Yuko en otage. D'autre part, il est révélé que Fujiko a réussi à échapper à la poursuite oppressive et agressive de Rubbers grâce à une stratégie astucieuse. Heureusement pour Hattori et Yuko, Brave arrive sur les lieux juste à temps et met sa bien-aimée waifu en sécurité. Quoi qu'il en soit, il est rapidement révélé que Brave est seulement sur place pour sauver Yuko, car il est extorqué par Yamato et n'a pas d'autre choix que de quitter les lieux immédiatement après avoir sauvé Yuko. Après cela, 2V emmène Teruya hors du lieu pour la mettre en sécurité et se prépare à combattre les waifus. Heureusement, Fujiko arrive sur les lieux à ce moment précis et met 2V dans une situation défavorable. Cependant, lorsque Ruri attaque 2V de manière létale, elle se rend compte que 2V contrôlait simplement une autre marionnette.
À la surprise générale, Sai renaît de ses cendres à ce moment-là, révélant qu'il n'a pas perdu la vie lors de la chute du navire militaire. Sai comprend immédiatement la situation et décide d'aller aider ses amis, même si toute la ville est littéralement plongée dans le chaos. En fait, Sai avoue que ses pouvoirs sont extrêmement limités en raison de l'énorme quantité d'énergie qu'il a dépensée pour survivre à l'impact du navire. En voyant cela, Rory décide de s'écarter, ce qui laisse tout le monde sous le choc, car la waifu avait promis d'arrêter Sai. Cependant, Sai a encore un obstacle à surmonter, car Teruya et Hattori doivent encore être tenus responsables. Les waifus sont chargées de diriger les tribus de ninjas les plus puissantes du monde, donc elles ne peuvent pas laisser Sai s'échapper. À la surprise générale, Hattori utilise l'épée légendaire du clan pour défier Teruya, exprimant clairement ses sentiments pour Sai. La waifu avoue ses sentiments pour Sai et commence à attaquer les troupes de Teruya, prouvant qu'elle est celle choisie pour manier l'épée légendaire. Hattori bat facilement les troupes de Teruya et gagne suffisamment de temps pour que Sai puisse s'échapper de la scène. Après cela, il est révélé que le père de Teruya est toujours en vie, ce qui laisse la waifu sous le choc. Cependant, Sai doit surmonter un dernier obstacle avant d'avoir le combat final contre Yamato. Brave intercepte Sai pour l'avertir de l'accord qu'il a conclu avec Yamato. Cependant, Hiroshi sait parfaitement qu'il n'y a aucun moyen de faire reculer Sai, donc il n'a pas d'autre choix que de l'affronter physiquement. En fait, la détermination de Sai est bien plus grande que la compréhension de Hiroshi, alors il commence à craindre ce qui pourrait lui arriver. À la surprise de Hiroshi, Sai se lance dans l'attaque de manière désordonnée et improvisée, ce qui laisse le jeune héros sous le choc, car le système Brave est capable de désintégrer Sai facilement. Cependant, Hiroshi comprend presque immédiatement la décision de Sai, car les deux ont forgé un lien d'amitié extrêmement profond. Sai s'est délibérément laissé gravement blessé pour que Hiroshi comprenne que ses intentions ne sont pas mauvaises. Le costume de Hiroshi subit une surcharge électrique et les deux jeunes hommes commencent à tomber précipitamment vers le vide. Alors Sai décide de détruire une partie du costume pour protéger Hiroshi de l'impact. C'est tire Hiroshi en sécurité et l'emmène à Yuko pour que la waifu puisse voir une fois pour toutes qui est le héros qui l'a sauvé tant de fois. Hiroshi rougit à la vue de Yuko, car il croit que la waifu ne le respectait que pour son courage. Cependant, comme prévu, Yuko est émue de voir que Hiroshi était le héros qui l'a sauvé, elle et beaucoup d'autres personnes. Bien que chaque amateur d'anime s'attendait à un baiser entre Yuko et Hiroshi à ce moment-là, la marque maléfique de Yuko réagit à la présence de Sai, interrompant ainsi soudainement le moment tendre. C'est fait comprendre à Hiroshi qu'il ne peut pas enlever la marque de Yuko sans causer de dommages irréversibles, mais révèle aussi qu'il pourra l'enlever quand il vaincra le dieu Suhara. Après cela, Sai quitte l'endroit et part à la recherche de Yamato. Pendant ce temps, Yamato emmène Kena sur le site du rituel et, après avoir traversé les gardes de sécurité, se prépare à commencer la cérémonie. Yamato place Kena sur le sol et donne les ordres nécessaires pour que le mécanisme, appelé singularité, s'active. À ce moment-là, Yamato est stupéfait de voir un portail spatio-temporel s'ouvrir devant ses yeux. Kena démontre sa nature divine en s'intégrant sans effort dans la dimension divine, elle commence donc à lire le passé de Yamato. Un flashback révèle que Yamato vivait il y a plus de 100 ans et qu'il a été piégé dans l'espace-temps parce qu'il a essayé de changer son destin et celui de sa famille. La fille de Yamato possédait également une nature divine, tout comme Kena, donc Yamato a passé toute sa vie à essayer de la récupérer. Kena empathise immédiatement avec Yamato et essaie de l'aider, mais la waifu sait qu'elle ne peut rien y faire. Et bien qu'elle essaie d'expliquer, Yamato l'ignore complètement car il a passé toute sa vie à attendre ce moment. Sei arrive sur les lieux à ce moment précis et confronte verbalement Yamato. Évidemment, Yamato savait que cela allait arriver, alors il commence immédiatement à attaquer. Cependant, à la surprise générale, le combat final est extrêmement bref, car Sei utilise une stratégie astucieuse pour humilier Yamato et le vaincre en un seul coup. Sei utilise une réplique de mana et met fin au combat. À ce moment-là, le mécanisme de défense du système est activé, alors Suhara commence à évacuer l'endroit pour éviter d'être détruit. Évidemment, cela ne suffit pas à arrêter Sei. Le jeune roi démon sait qu'il ne peut pas changer le monde sans vaincre Suhara, alors il appelle Peterhausen. Yamato interroge Sei car il veut connaître la motivation derrière ses rêves. Évidemment, Sei lui explique qu'il ne veut pas faire partie d'un monde gouverné par un dieu corrompu, car un dieu bienveillant ne créerait jamais un roi démon. Sei poursuit Suhara à toute vitesse et, en entrant, découvre que tout l'intérieur du système est un portail spatio-temporel. Évidemment, l'endroit est rempli de sentinelles, donc Peterhausen doit escorter Sei jusqu'au noyau. Comme prévu, Peterhausen absorbe beaucoup de dégâts pour sauver Sei et ils parviennent tous deux à entrer dans le noyau. Peterhausen se synchronise avec Suhara et parvient à invoquer un trou noir. Kena arrive sur les lieux à ce moment précis et, en voyant ce qui se passe, commence à pleurer inconsolablement, car elle sait que ses amis sont sur le point d'être désintégrés. Cependant, Peterhausen promet à Kena que Sei survivra. En fait, le dragon donne une de ses dents à la waifu en souvenir.
Après cela, le groupe détruit complètement Suhara et change complètement le destin de la chronologie. Malheureusement, Peterhausen est détruit avec Suhara, car il s'est synchronisé avec le système pour sauver ses amis. Sai retrouve le reste du groupe et réalise rapidement que seuls quelques-uns se souviennent de tout ce qui s'est passé, alors il remarque que Kena a altéré les souvenirs de tout le monde. Évidemment, la waifu a fait cela pour que Sai puisse vivre sans avoir à se soucier du destin. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Laissez un commentaire si vous aimeriez être ce type. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour voir plus d'animes sur la chaîne, et je vous verrai dans le prochain.